Bonjour, bienvenue au cours de troisième anatomie-physiologie. Nous allons reprendre le cours là où nous l'avons laissé avant les vacances. Je vous invite donc à prendre la feuille numéro 8 du cours d'anatomie. Si vous ne l'avez pas, faites pause et allez vite la chercher. Sinon, nous commençons tout de suite. Alors, nous avons vu avant les vacances que notre corps était fait de millions de cellules, mais qu'hélas, beaucoup de ces cellules ne vivaient qu'une dizaine d'heures. Ce qui est peu, puisque nous allons vivre plus longtemps que ça. Il faut donc absolument que les cellules qui disparaissent soient remplacées. Pour cela, il n'y a qu'une solution, il faut que les cellules se reproduisent. Alors, sur la feuille 8, j'apparais plus, et me revoici. Vous avez eu peur, mais me revoici. Donc, sur la feuille 8, nous avions déjà dit que la vie d'une cellule était en général assez courte. Certaines cellules ont une durée de vie plus longue, et celles qui vivent le plus longtemps, les seules qui vont vivre aussi longtemps que nous, ce sont les neurones. Donc depuis que vous êtes né, vous avez des neurones, et vous allez les garder jusqu'à votre mort, si vous ne les abîmez pas avant. Et donc de façon générale, une cellule doit se reproduire pour remplacer celles qui vont disparaître. Alors comment une cellule se reproduit-elle? Oh bien, c'est beaucoup plus simple que chez les humains. Pas besoin de sortir en boîte, ni d'aller draguer dans la cour de récré. D'ailleurs, il ne faut pas faire ça, c'est très mal. Alors, voici comment une cellule se reproduit. Elle fait ça toute seule. Je vous dis, ça facilite la vie. Donc, on a au départ la cellule avec son petit noyau. Elle va grossir, grossir. Et quand elle sera assez grosse, elle commencera la division. Elle va se couper en deux pour au final obtenir deux cellules. Alors la première, on dira que c'est la cellule mère, et une fois qu'elle est coupée, on dira que ce sont les deux cellules filles. Voilà, alors ce phénomène que nous allons apprendre aujourd'hui, que nous allons décrire aujourd'hui, c'est la reproduction cellulaire, également appelée mitose. Alors, donc, ce phénomène est appelé mitose. Quand j'écris, vous pouvez écrire en même temps que moi. Et si je vais trop vite, appuyez sur pause. Alors, chez l'être humain, la mitose peut servir à trois choses, trois comme ça, parce que ça fait 6. Alors, voici trois pictogrammes qui illustrent les rôles importants de la mitose. Alors ici, on nous parle d'une augmentation du nombre de cellules. Alors au départ, on est sous forme de petits bébés tout mignons, et par après, nous devenons de beaux grands adultes. Alors pour passer de cette étape à celle-là, il faut que le nombre de cellules que nous avons en nous augmente. Eh bien, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle simplement la croissance. Pour grandir, il faut que nous ayons plus de cellules qu'avant. Alors, il faut aussi que les cellules que nous possédons ne diminuent pas. Quand nous sommes adultes, il ne faut pas qu'on perde des cellules. Autrement dit, chaque cellule morte doit être remplacée par une nouvelle cellule. On va parler de stagnation du nombre de cellules. On parlera donc de renouvellement cellulaire. Et enfin, la troisième situation dans laquelle la mitose est très importante, c'est lorsque nous nous blessons. Si nous avons une fracture ou que notre peau est écorchée, il faut que nos tissus se réparent. Dans ce cas-là, les cellules qui ont été arrachées ou endommagées doivent être restaurées et on va plutôt parler de réparation dans ce cas-là. Cicatrisation et guérison. Voilà les trois rôles importants de la mitose. Alors, nous allons maintenant observer une photo dans laquelle on voit des cellules d'oignon, des cellules qui se trouvent dans la racine d'un oignon, ici, voilà. Alors, vous reconnaissez le noyau
ici en rouge, on a mis du colorant évidemment, sinon ça serait transparent, enfin ce serait plutôt blanchâtre. Donc on a le noyau et le contour de la cellule qui est chez les végétaux plus géométrique que chez les animaux. Mais donc à chaque fois que vous voyez un petit carré, c'est une cellule. Alors je veux attirer votre attention sur le fait que dans dans ces cellules d'oignon, il y a des différences entre ce noyau-ci et celui-là. Vous constaterez que celui-là a l'air beaucoup plus rempli. Regardez aussi que ce noyau-là a l'air complètement détruit et on y voit des espèces de petits bâtonnets. Eh bien, ces phénomènes, nous allons l'expliquer tout de suite en essayant de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du noyau. Alors, vous savez que dans le noyau d'une cellule, il y a une chose très importante, une information que doit posséder toute cellule vivante, c'est l'ADN. Et en général, l'ADN, il se trouve sous forme de fils qui sont mélangés et éparpillés un peu partout dans le noyau. Hélas, si la cellule doit se couper en deux et que tous ces fils sont désordonnés, ça risque de faire un beau gâchis et d'y avoir des pertes. Or, il est important que chacune des cellules qui va se former possède la bonne quantité d'ADN et de préférence la même. Chaque cellule fille doit avoir la même quantité d'ADN que la cellule qui lui a donné naissance. Alors pour cela, il va falloir mettre de l'ordre dans le noyau. Alors pour mettre de l'ordre, la cellule, elle a une bonne astuce. Elle va enrouler ses fils d'ADN. Les fils d'ADN ici vont s'enrouler en pelotes, mais des pelotes avec une drôle de forme, puisqu'elles ont une forme de X. Alors, cette pelote d'ADN en forme de X, on va appeler ça des chromosomes. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais quand on achète de la laine, on n'achète pas des fils tout mélangés, sans quoi on ne s'y retrouverait plus. Ben, la cellule, elle fait un peu la même chose, elle met de l'ordre avant de faire une opération importante. Donc, elle enroule tout son ADN, tous ses fils de chromatine pour former des chromosomes. Alors, sur notre document, nous allons compléter. Lors de la mitose, chaque cellule fille devra absolument posséder toutes les informations génétiques nécessaires à son bon fonctionnement. Cette information est habituellement contenue sous forme de chromatine. Et dans quelle partie se cachent ces fils de chromatine? Je vous ai entendu, bien sûr, dans le noyau. Non, je ne vous ai pas entendu, je m'étonne. Alors, pour faciliter la répartition de la chromatine, pour faire un bon partage équilibré de chromatine, il faut que ces fils soient ordonnés sous forme de bâtonnets en forme de X appelés les chromosomes. Voilà. Alors, nous pouvons regarder combien de chromosomes se trouvent dans un être humain. Alors, voici tous les chromosomes qu'on trouve dans une cellule normale d'un être humain. Et vous voyez qu'il y en a une grande quantité. Alors, ce nombre est toujours le même. Et je vais vous demander de le compter. Allez-y, vous avez le temps. Je lis mon journal. Non, je lis pas mon journal. Alors, je vous laisse le temps de le compter et je vous demanderai de le noter sur votre feuille. Je ne vous donne pas la réponse aujourd'hui, comme ça je vérifierai si vous l'avez compté vous-même. Donc vous voyez ici, on vous demande de dire combien y a-t-il de chromosomes dans une cellule humaine. Eh bien, vous l'écrivez ici. Moi, je vais dire qu'il y en a 158 000, ce qui n'est pas vrai du tout. J'espère que vous aurez un meilleur chiffre que moi. Il n'y a qu'à compter les petits X. C'est pas dur, je compte sur vous. Alors, entre parenthèses, dans les chromosomes humains, il y en a deux qui sont un peu particuliers. Vous voyez que c'est ce qu'on appelle les chromosomes sexuels.
Alors, chez les garçons, il y a un chromosome qui est un peu plus petit. On va l'appeler Y, alors qu'il a quand même une forme de X, mais on va l'appeler Y. Et chez la fille, il n'y a que des grands chromosomes. On va donc dire que ce sont des chromosomes X. Autrement dit, si dans une cellule humaine, il y a deux grands chromosomes sexuels, nous obtiendrons une fille. S'il y a un grand chromosome sexuel et un petit, nous obtiendrons un garçon. Mais la reproduction humaine, c'est un autre débat. Alors, nous allons maintenant voir ce qui se passe lors de la division cellulaire. Alors, observez d'abord la première phase, la première étape. Pendant cette étape, ce qu'on appelle l'interphase, il n'y a pas encore vraiment de division. La cellule est simplement en train de se préparer. Alors, si vous observez la cellule, et on voit quand même qu'il y a quelque chose de différent, on voit qu'il y a deux centrioles. Nous avons appris dans les schémas de cellules qu'il n'y avait qu'un centriole. Eh bien, avant de se diviser, la cellule va en fabriquer une deuxième paire de centrioles. Alors, elle va aussi devoir faire autre chose. Parce que si la cellule divise son ADN pour en donner une moitié à chacune de ses filles, et puis que les filles font la même chose et que les petites filles font la même chose, etc., etc., à la fin, il n'y aura plus d'ADN. Et donc, il faut conserver la quantité constante. Alors pour cela, il n'y a qu'une solution, c'est recopier tout ce qu'il y a comme information dans le noyau. Et donc, pendant l'interphase, les fils de chromatine vont être recopiés, ils vont être doublés. Il y aura donc 2 fois plus de chromatine dans le noyau. C'est pour ça que sur la photo de tout à l'heure, dans les racines d'oignon, on voyait que cette cellule-ci avait un noyau très rempli. C'est parce que dans ce noyau-là, il y a 2 fois plus d'ADN que dans celui-ci. Celui-ci se prépare à se reproduire. Alors, l'interphase est donc terminée. La cellule a recopié sa chromatine et elle a créé une deuxième paire de centrioles. Alors, nous allons vraiment commencer la division cellulaire à proprement parler, qui se passera en 4 étapes. Alors, retenez les initiales pour vous aider. P-M-A-T, on va dire P-MAT. Alors, c'est la prophase qui est la première étape, la métaphase qui est la deuxième, l'anaphase et puis la télophase. Donc, si on veut retenir toute la vie d'une cellule, c'est IP-MAT. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Donc, que va-t-il se passer une fois que la cellule a assez d'ADN pour ses enfants? Eh bien, elle va les enrouler. Vous voyez qu'elle les a enroulés en forme de petits bâtonnets. Ce sont les fameux chromosomes. Les centrioles se sont éloignés les uns des autres. Ils sont partis à l'opposé de la cellule. Et la membrane du noyau, plutôt l'enveloppe nucléaire, est en train de disparaître. Ça, c'est donc la première phase P-MAT, donc c'est la prophase. Alors, nous passons maintenant au M, c'est la métaphase. Alors, que se passe-t-il pendant la métaphase? Observez avant, après. Vous voyez que tous les chromosomes se sont alignés et les centrioles vont allonger des espèces de fibres élastiques pour aller s'accrocher sur les chromosomes. Alors, ces fibres, on dit qu'elles forment un fuseau. Voilà, donc deuxième étape, les chromosomes s'alignent et les centrioles forment un fuseau élastique. Troisième étape de la division cellulaire, c'est l'anaphase. Alors, lors de l'anaphase, regardez ce qui se passe, les chromosomes sont écartelés. C'est-à-dire que les fibres vont tirer dessus, ils vont tirer chacun d'un côté, et le chromosome va céder dans la partie la plus fragile, qui est le centre. Vous voyez qu'à chaque fois, le centre du chromosome
c'est un X, donc le centre est plus fragile, voilà, et donc il se coupe en deux parties égales. Ça veut donc dire que l'ADN a été bien partagé entre les deux parties. Donc le fuseau se rétracte et coupe le chromosome. Il ne reste plus qu'à reformer deux cellules. Ça veut dire que autour des demi-chromosomes, le noyau va se reformer, l'enveloppe nucléaire va se recréer. On a un centriole dans chaque cellule. Il ne reste plus qu'à diviser les deux cellules filles, et pour cela, la membrane cytoplasmique va se couper en deux pour obtenir deux cellules. Une fois que les deux cellules seront séparées, nous revenons au départ, c'est-à-dire que les fils de chromosomes, les fils d'ADN vont se dérouler à nouveau. On peut recommencer à mettre un peu de désordre là-dedans. Et la cellule va attendre un peu, elle va recommencer à grossir pour avoir assez de matière pour pouvoir se reproduire plus tard à son tour. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué. Nous allons compléter le document à la page 9 de votre cours. Et donc, première phase, c'est l'interphase, pendant laquelle les fils d'ADN se recopient. Étape de la mitose. Alors, pendant la prophase, la chromatine prend une forme plus compacte. Ce sont les chromosomes. Ensuite, le noyau perd son enveloppe, donc l'enveloppe nucléaire se désagrège et les centrioles s'éloignent à chaque extrémité de la cellule. Ça, c'est pour la prophase. Deuxième étape, la métaphase. Les chromosomes s'alignent au centre de la cellule. Troisième étape, les centrioles forment un fuseau, les espèces de fils qui vont s'attacher sur les chromosomes pour tirer dessus. L'anaphase, alors au cours de l'anaphase, le fuseau se contracte et divise chaque chromosome en deux morceaux identiques. Et enfin, la dernière étape, c'est la télophase. Au cours de la télophase, une nouvelle enveloppe nucléaire se forme autour de chaque lot de chromosomes. Et enfin, la membrane cytoplasmique s'étrangle pour séparer les deux cellules filles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours sur la mitose. Il est peut-être possible que vous n'ayez pas la feuille 9. Si vous ne l'avez pas, nous la compléterons ensemble. J'espère juste que vous avez déjà compris pas mal de choses aujourd'hui. On se retrouve au cours suivant, sans doute la semaine prochaine. Au revoir.